dit Covid, comme le dit, c'est contrôle épidémique. D'accord, c'est un financement obtenu après la pandémie de la Covid que l'USAID a mis à la disposition du Bénin, du ministère de la Santé et du gouvernement, pour essayer de nous apprêter pour d'autres ripostes, parce qu'il y a beaucoup de leçons apprises, il y a beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre des interventions. Donc nous avons des difficultés dans la continuité de l'offre des services en période d'épidémie, principalement pour la Covid. Donc il peut y avoir d'autres épidémies, d'autres risques, il faut s'apprêter pour être plus résilient. Et les interventions globalement du projet portent sur 4 domaines. Il y a le domaine de la planification, de la coordination, du suivi, également le domaine de la surveillance et des interventions rapides, le domaine du laboratoire, mais également le domaine du maintien des soins et services essentiels. Nous avons été formés sur la mobilisation des ressources, ce qui nous a permis de commencer à élaborer un plan de mobilisation des ressources, parce qu'on n'a pas encore fini le document. Les hépatites virales tuent aujourd'hui plus que le VIH-Sida, plus que la tuberculose. Mais malheureusement, le programme n'a pas de partenaire qui l'appuie. Si ce n'est l'OMS qui intervient pour l'élaboration des documents normatifs et quelques appuis financiers pour le renforcement de compétences. Donc le programme a besoin de mobiliser des ressources pour mener des activités pour le bonheur de la population béninoise. Quand on arrive à acquérir des connaissances et des compétences en matière de mobilisation des ressources, c'est des formations, c'est des thématiques rares. Ça nous galvanise et ça nous permet d'améliorer notre communication avec les partenaires, comment faire l'analyse des intervenants et des interventions et comment déterminer les gaps et comment utiliser les gaps pour pouvoir faire des plaidoyers, avoir une amélioration des ressources, un partenariat soutenu avec les bailleurs. Je peux vous dire qu'avec cette activité-là, les gaps qui existent au niveau de notre plan d'élimination des affections prioritaires ont été adressés et désormais nous savons que sur la base du plan de mobilisation des ressources qui est en train d'être finalisé, nous pouvons adresser ces gaps-là, avoir des ressources pour avoir un bon résultat, une bonne performance au niveau de notre plan d'élimination des affections prioritaires PSN-IE. Nous avons reçu un appui également pour pouvoir élaborer un plan stratégique de contingence. Nous avons déjà des ébauches, mais ce n'était pas orienté vers tout ce qui peut advenir comme une situation d'urgence ou catastrophe. Donc, ce projet nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir développer ce plan. Et on l'a validé, ça ne fait pas encore longtemps. EPIC a financé également des activités pour développer un plan de contingence pour qu'en cas d'épidémie, comme par exemple l'épidémie de la Covid, que le service puisse être continuel. Donc on a eu des éléments qui ont été développés dans ce document qui permettra désormais à ces programmes, à ces 3 programmes, de pouvoir continuer par offrir les services aux populations cibles, même en cas d'épidémie, en cas de catastrophe, en cas de situation grave comme la pandémie de la Covid, qui a connu le recul par rapport à la fréquentation des centres de santé, puisque les communautés fuyaient les centres de santé pendant la période de Covid. Donc avec ce plan de contingence, on a des stratégies qui permettront de continuer par offrir des services à nos malades, même s'il y avait de ces genres d'épidémies qui survenaient. Vous savez, la lutte anti-tuberculose au Bénin, nous avons engrangé beaucoup de succès, surtout dans la prise en charge des patients, mais sur le plan de la communication, nous-mêmes, nous savions que nous avions encore beaucoup de défis. Et grâce à EPIC, nous avons pu bénéficier donc de l'accompagnement d'un consultant qui nous a aidé à mettre en place un plan de communication et surtout de mobilisation
parce que cette maladie-là, au-delà des aspects médicaux, présente beaucoup d'autres aspects sociaux, des aspects de comportement, des aspects, et surtout également quand on regarde les représentations dans la communauté, il nous fallait avoir un plan de communication pour impacter beaucoup plus largement, pour pouvoir ramener les patients vers les centres de santé et surtout dédramatiser cette maladie-là dans la communauté. Et grâce au projet EPIC, je pense que sur ce plan-là, nous avons un plan de communication qui va être déroulé dès le début de l'année 2024 et forcément, ça va impacter nos résultats. À travers le financement de EPIC, nous avons pu mobiliser une assistance technique qui nous a aidé à développer un plan de communication se basant également sur les médias, les réseaux sociaux. Après l'analyse, l'identification des besoins en termes de communication et l'élaboration des messages, c'est que ça nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir une idée, une standardisation de certains messages. Et ce qui permet donc d'être sûr que à tous les niveaux où on passe des messages, que c'est le même message qu'on est en train de passer. Et ces messages ont été élaborés, conçus par des experts et qui existent dans le plan. Il y avait des activités routinières qu'on a dû laisser en rade. Vous savez, chaque fois qu'on fait le diagnostic d'un cas de tuberculose, la tuberculose étant une maladie infectieuse, c'est l'occasion de pouvoir aller investiguer autour de ces cas-là pour rechercher tous les sujets qui éventuellement ont été déjà contaminés. Nous avons sillonné 102 foyers à la recherche de 165 enfants. Et parmi les 165 enfants, il faut noter que 71 étaient irréguliers à leur traitement. Eux, ils ont démarré, mais n'ont pas poursuivi le traitement. Le reste, les 94 autres, c'était de nouvelles initiations au traitement prophylactique. Sur les 165 enfants recherchés, nous avons retrouvé 144, soit 87%. Parmi les 144 enfants retrouvés, 133 ont bénéficié du traitement prophylactique. À ce jour, on peut dire que 90% des enfants qui ont été mis sous traitement ont fini complètement ce traitement. La COVID-19 a révélé, a imposé la place des laboratoires dans tout le système de surveillance. Les laboratoires se sont très rapidement adaptés pour répondre aux besoins, pour répondre à l'urgence. L'urgence est passée. Maintenant, il faut bâtir le système de laboratoire pour répondre de façon pérenne à tout ce qui est urgence épidémiologique. Jusque-là, le Bénin n'avait pas un réseau fonctionnel. Et avec EPIC, nous avons pu faire un travail pour instaurer le réseau des laboratoires. On a élaboré le document guide des réseaux des laboratoires qui est déjà prêt validé et qui va être fonctionnel d'ici janvier. Nous sommes pratiquement à presque 400 laboratoires au Bénin. Quand vous prenez autant de laboratoires, vous ne pouvez être efficace qu'en travaillant en réseau. Nous avons pu, grâce à EPIC Bénin, mettre sur pied ce réseau national des laboratoires qui prennent en compte non seulement les laboratoires du secteur de la santé, mais également les secteurs du monde de l'élevage et du monde de l'environnement. Autrement dit, nous avons mis en place un réseau national selon l'approche One Health, avec un plan stratégique tel que voulu par l'autorité ministérielle jusqu'à l'horizon 2030. Nous disposons d'une boussole qui permet d'organiser ce sous-secteur. Nous avons des accords de subvention triennale de tous les 3 ans. Donc, celui qui est en cours actuellement, qui a commencé depuis 2021, va finir donc au 31 décembre de 2023. Et donc, il fallait également refaire un nouvel accord, réécrire une nouvelle demande de financement et surtout évaluer ce qui a été fait. Et je pense que dans ce cadre-là également, le projet EPIC était venu et nous a aidé à mobiliser des consultants autour de nous. Et nous avons pu faire cette évaluation et nous savons
après ce plan triennal-là, quelles étaient nos insuffisances et surtout quels sont nos défis que nous pourrons mieux aborder lors de la prochaine subvention qui est en cours de signature. Ce programme devait disposer d'un plan de communication bien élaboré, mais je vous avoue que depuis fort longtemps, nous n'en disposons pas. Et c'est grâce au projet EPIC que nous avons pu mobiliser une assistance technique qui nous a aidé à développer un plan de communication. Et le programme peut aujourd'hui se vanter de disposer d'un plan de communication. Beaucoup d'éléments ont été développés dans ce document, que d'ailleurs nous avons déjà capitalisé, que nous avons intégré dans la subvention du Fonds mondial à venir pour le cycle 2024-2026. Je peux vous dire que ces documents ont été très utiles à ces différents programmes dans le cadre de la subvention du Fonds mondial qui est en cours, parce que c'était déjà une exigence pour ces programmes d'avoir ces documents-là pour pouvoir les utiliser pour que certaines activités soient prises en compte. Grâce au financement du projet EPIC, on a pu développer à travers une assistance technique un document de stratégie différenciée pour le dépistage du VIH et de la tuberculose. Vous savez, les deux maladies vont souvent ensemble. Parfois, des gens disent que c'est la tuberculose qui tue les porteurs du VIH. Et des fois, les gens du programme tuberculose disent que c'est l'infection à VIH qui fait que les malades atteints de la tuberculose décèdent plus rapidement. Donc, il était important pour nous de pouvoir développer ensemble des stratégies pour pouvoir dépister ces malades. Donc, de façon systématique, un porteur de tuberculose, chez lui, on doit rechercher le VIH. Et quelqu'un qui a le VIH, on doit rechercher la tuberculose. Donc, grâce à EPIC, on a pu développer ce document qui nous a donné les stratégies différenciées pour pouvoir dépister facilement ces maladies, même en cas de catastrophe, en cas d'épidémie, comme par exemple l'épidémie de la COVID-19. Donc avec ce document, EPIC nous a également permis de former des formateurs pour pouvoir implémenter cette approche. Et grâce à ceci, avec le financement du Fonds mondial, on a pu réaliser des formations en cascade sur toute l'étendue du territoire national, au niveau des 34 zones sanitaires, où on a formé en moyenne 30 agents par zone sanitaire, fois 34 zones sanitaires.